Bonjour à tous, on est là pour une interview avec la chaîne Kiris Vitae. Donc avec Vincent, on fait toutes ces interviews pour faire en sorte d'avoir des interviews sur le monde de la chiro et puis pour inspirer un peu tout le monde parce que nous, ça nous a vraiment transformés. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir Charles Martin qui est un personnage de la chiro en France, je pense, et qui personnellement m'a beaucoup touché parce qu'on a eu la chance d'avoir des cours de terminologie et d'histologie. C'était phénoménal. Et je crois que Charles a touché toute la communauté, enfin presque tous les chiros avant moi, ils sont passés par toi, je pense. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, Charles Martin. Non, tous les chiros ne sont pas passés entre mes mains, mais un certain nombre. Moi, je suis au départ enseignant scientifique. Et puis, il y a quelques années, bien avant que je sois à la retraite, une de mes collègues m'a demandé de faire un remplacement dans une préparation pour que des étudiants puissent aller faire leurs études de chiropratique aux États-Unis. Quelques cours de génétique. Donc, j'ai accepté ce remplacement. Ma collègue était enceinte, ne pouvait plus assurer les cours. Cela se passait à la faculté libre de Paris. Et il y avait un accord entre l'association des chiropracteurs et cette faculté pour créer une propédeutique d'1 an qui permette aux étudiants de partir aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'enseignement dans le monde de la chiropratique. J'ai eu un certain nombre d'étudiants. La première année, je crois qu'il y en avait 7 ou 8. Ensuite, un petit peu plus, une dizaine. Et je crois que c'est la 2e ou 3e année que j'ai dû avoir en particulier un étudiant qui s'appelait Philippe Fleuriot et qui est maintenant président de l'association française de chiropratique. Voilà. Alors ça a duré quelques années, 4-5 ans. Je ne me souviens plus très bien. Et ensuite, l'association des chiropracteurs a décidé, on dit maintenant des chiropraticiens, a décidé de créer une école en France. On m'a alors sollicité pour continuer les cours parce que j'avais décidé d'arrêter. Ça ne se passait pas forcément très très bien dans cette faculté libre qui n'était pas gérée par les chiropraticiens, mais qui était gérée par d'autres personnes. Et donc, j'ai accepté pour 1 an, voilà, pour dépanner 1 an. Et je suis donc arrivé à l'IFC, ce n'était pas l'IFEC, c'était l'IFC, l'Institut français de chiropratique, qui était situé à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, si je me souviens bien. Rue du Faubourg Saint-Honoré. J'y suis resté en tant qu'enseignant pendant 3 ans. Puis cet institut a déménagé rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris toujours, où j'ai continué cette activité jusqu'au jour, 2-3 ans plus tard, à nouveau, où on m'a demandé de prendre la direction des études. Je suis donc devenu directeur des études de l'IFC, Institut français de chiropratique. Et encore un peu plus tard, on m'a demandé de prendre la direction générale de l'Institut, alors que nous avions déménagé à ce moment-là à Montmartre, enfin, rue Lamarck-Colincourt, à côté de Montmartre. Voilà. Voilà comment ça a démarré.
Oh, génial. Mais du coup, c'est quoi qui t'a retenu? Parce que on t'a proposé tout ça, mais au final, Ouais. Alors, effectivement, c'était compliqué. J'avais donc décidé d'arrêter à la fin de la propédeutique. J'ai rempilé un an pour rendre service et j'ai trouvé l'ambiance fort sympathique. Donc, je suis resté encore 1, 2, 3 ans. Et au bout de 3 ans, quand on m'a demandé de prendre la direction des études, il est vrai que cette année-là, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu une promotion extrêmement sympathique. Et c'est ce qui a fait pencher la balance. une C'était promotion l'ambiance financière ou d'étudiant. quoi? Toute la promotion était Ah, fort sympathique, à tel point, non, une promotion de- d'étudiant était fort sympathique et à tel point que je me souviens à la fin de l'année, en tant qu'enseignant, avoir invité tous les étudiants de cette promotion à un week-end chez moi à la campagne pour un méchoui et puis une fête. Et c'est C'était en tandis quelle que année? j'étais, Comme ça, ils se c'est vieux, reconnaîtront. il y avait dans cette classe, il y avait quelqu'un qui est peut-être encore à l'IFEC, qui est encore à l'IFEC, c'est Thierry Custer. D'accord. Là, je me souviens. Et quelle année? J'ai pas la mémoire des dates. Non, je peux pas trop, mais c'est vieux. Et euh, j'avais donc invité l'ensemble de la promotion et ils sont tous venus. J'avais trouvé ça extraordinaire. Et c'est à ce moment-là, tandis que j'étais avec eux en vacances, que j'ai reçu un courrier me demandant de rappeler des chiropraticiens qui géraient l'école pour me demander de prendre la direction des études. Voilà. Wow. Une série de coïncidences. Une Ouais. série de coïncidences. Ouais, c'est génial. On n'a pas cette relation en ce moment avec les profs. Enfin, il y a quelques profs quand même qui sont emblématiques. Je crois qu'il y a aussi Jules Mabonceau, je pense que vous connaissez pas mal. Ah, ben, je le connais bien parce que quand j'ai pris la direction des études, eh bien, une des premières choses que j'ai faites, c'est de me mettre en chasse d'enseignants. Pour cela, l'école était toute petite. À l'époque, on avait peu de moyens. C'était des promotions de 20, 25 étudiants. Hein. Pour cela, je me suis armé d'un seau de colle et d'un pinceau. J'ai fait des affiches sur l'imprimante de l'ordinateur, qui était à l'époque une imprimante à aiguille, hein, ce n'était pas encore le laser. Et je suis allé placarder mes affiches dans différentes facultés parisiennes, faculté des sciences, faculté de médecine. Et je me souviens avoir mis une de ces affiches, IFEC, recherche, professeur de microbiologie, etc., à l'hôpital Bichat. Quelques jours plus tard, la chef de service en microbiologie me téléphone, il y avait le numéro de téléphone sur l'affiche, en me disant, il paraît que vous recherchez un enseignant en microbiologie, j'ai ce qu'il vous faut. Prenons rendez-vous. Alors j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé, et elle me présente Jules en me disant, voilà, l'homme qui sera pour vous, si vous le voulez bien, votre prof de microbiologie, il a toute ma confiance. Voilà, et c'est ainsi que j'ai fait connaissance de Jules et qui est toujours enseignant à l'IFEC actuellement. Ouais, Vous c'est voyez, extraordinaire. c'est les débuts de l'école. Ouais, génial. Mais du coup, il y a toute cette ambiance aussi. Mais est-ce que le domaine de la chiro t'a aussi interpellé? Parce que toi, tu venais d'un monde qui était complètement scientifique et après, tu viens de… Ah, je ne connaissais pas du tout la chiro. Est-ce que ça m'a interpellé? Pas pour des bonnes raisons. Hein.
Mais comme j'étais un peu rebelle, jamais été dans les cadres très officiels, cette profession de rebelle, parce qu'à l'époque, les chiropracteurs étaient des rebelles, c'était illégal, hein. Cette profession de rebelle m'a un peu intrigué et je me suis renseigné. Et effectivement, ça, si je fais un peu de philo, je vais dire que la partie reflète le tout, bien que non totalement. D'accord? Donc, sur le principe, le fait de soigner au travers d'un organe l'ensemble du corps me semblait intéressant. Au même titre que l'iridologie ou d'autres médecines alternatives de ce type qui, au travers le soin d'un organe, pouvaient toucher l'ensemble du corps. D'autre part, la colonne vertébrale, il n'y a pas que la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale est extrêmement symbolique et ça m'a intéressé. Je ne suis devenu patient de la chiropractique moi-même que quelques années plus tard. Quand j'ai commencé, à l'époque j'étais jeune, mais très rapidement j'ai commencé à avoir quelques déboires, quelques douleurs et je suis devenu ensuite patient. Voilà. Alors les chiropraticiens qui m'ont suivi étaient essentiellement des enseignants. Je ne suis allé qu'une fois à la clinique de l'école. Je ne suis jamais retourné. Pourquoi? Non pas parce que j'étais mal pris en charge, mais parce que après y être allé, le directeur de clinique de l'époque m'avait confié à un interne et tous les autres internes s'étaient mis à râler. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Etc. Là, j'ai mis le doigt dans un engrenage. En tant que directeur, je ne peux pas faire ça. Voilà. Et du coup, c'est quoi les déboires avec la chiro? C'est quoi les… non, les déboires personnels que j'avais, des douleurs, je ne sais pas. Ouais. Et par rapport à la chiro, les petites a priori négatives qu'il y avait… Non, il n'y avait pas d'a priori négatif, il y avait simplement une méconnaissance. D'accord. Mais pas d'a priori négatif du tout. Une méconnaissance, je ne connaissais pas comme beaucoup de gens. Hein. Je ne m'étais pas intéressé à la question. Voilà. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert réellement la chiropratique. Et par rapport à ça, la chiro, elle était interdite en France à ce moment-là. J'imagine que toute l'équipe de l'IFEC, toi y compris, vous avez lutté un peu pour cette acceptation, cette légalisation. Oui, bien sûr, mais l'école a été fondée pour ça au départ. À l'époque, il y avait eu des tractations pour la reconnaissance entre l'association des chiropraticiens, qui s'appelait à l'époque la NFC. Il y avait eu des tractations avec le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé avait répondu, le ministre de la Santé avait répondu qu'il n'y aurait en aucun cas une reconnaissance s'il n'y avait pas d'enseignement sur le territoire français. Et c'est pour ça que l'association des chiropraticiens, c'est une des raisons, a décidé de créer cette école. Et après, petit à petit, les choses ont évolué. Quand je recevais les étudiants candidats à l'époque, la première question que je leur posais, c'était « Avez-vous peur d'aller en prison ?» Parce que effectivement, bon, il y a bien longtemps que les chiropraticiens en exercice n'allaient plus en prison, mais ils tombaient sous le coup de la loi et ce n'était pas impossible. J'ai tout de même assisté à certains procès pour exercice illégal de la médecine de chiropraticiens. Je dois dire que c'était pour eux extrêmement éprouvant. Vous n'avez plus cette épée de Damoclès sur la tête, tant mieux. Oui, je crois. On peut vous remercier sur ce point. Alors après, un grand nombre de chiropraticiens, enfin un certain nombre de chiropraticiens ont œuvré, c'est surtout eux qui ont œuvré pour la reconnaissance. En fait, la reconnaissance s'est faite plus ou moins par hasard, puisque je crois, je ne vais pas trahir de secret et déflorer les choses, mais allez-y. je crois que
la reconnaissance s'est faite par le biais des ostéopathes. C'est l'ostéopathie qui a été reconnue. Et les chiropraticiens, hop, se sont engouffrés dans cette brèche pour dire et nous. Mais au départ, c'était. Et c'est normal que ce soit les ostéopathes qui étaient reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus nombreux. Même si leur formation était plus hétérogène, etc., mais ils étaient plus nombreux, ils avaient plus de poids médiatique, si je peux dire. Mais les chiropraticiens se sont immédiatement engouffrés dans cette brèche. Voilà. Et un certain nombre de chiropraticiens, dont Philippe Fleuriot, ont beaucoup œuvré pour cela. Et puis également, pour représenter l'école, votre directeur actuel, Olivier Lanlot, qui était président de l'association, qui n'était pas directeur, quand moi-même j'étais directeur. Voilà. D'accord. Comment ça se passait du coup les procès en principe à l'époque? Eh bien, il y avait des procès quand il y avait des dénonciations. Les chiropraticiens qui travaillaient tranquillement chez eux n'étaient pas très embêtés. Il y avait une tolérance, si vous voulez. Mais je me souviens, je ne citerai pas de nom, mais je me souviens d'un chiropraticien qui avait un cabinet qui marchait assez bien et qui a voulu ouvrir un cabinet secondaire dans une autre ville. Et là, qui s'est heurté à une concurrence d'un, je ne sais plus si c'est un rhumatologue, mais un autre médecin à qui il faisait ombrage. Et hop, quelques mois plus tard, il y a eu une plainte et il était en procès. Il n'y avait pas pléthore de procès, mais il y en avait quand même quelques-uns. Et c'est jamais très agréable. Voilà. Oui, j'imagine. Je crois qu'il y a eu pas mal de chiro qui ont été, enfin, comme ce qu'ils disent, qui ont été poursuivis. Ah ouais, poursuivis. Cela pouvait se traduire. Cela pouvait se traduire par des amendes, cela pouvait se traduire par un franc symbolique à l'époque, ou bien ça pouvait se traduire par la confiscation du matériel et des choses plus embêtantes quand même. Et donc, par rapport aux enseignements, pour revenir dessus, vous avez fait quoi comme matière? Parce qu'il paraît, genre, il y avait tout au final, non? Au début. Oh non, j'enseignais pas tout, mais j'enseignais ce qui était dans mon domaine. Moi, j'ai une formation de physiologiste. J'ai fait un certain nombre de formations à l'université, depuis la zoologie, à la physiologie, à la biochimie et à l'embryologie. Voilà. Et les premiers cours que j'ai donnés, c'était la génétique en remplacement et un autre cours qui a disparu par la suite, qui était l'anatomie comparée. Alors, l'anatomie comparée, cela consistait à étudier l'anatomie d'un certain nombre d'organes chez les différents mammifères. Vous voyez, par exemple, la colonne vertébrale chez les singes, les chats. Différents mammifères. Combien de vertèbres a la girafe? C'est intéressant, hein? Eh bien, ni plus ni moins que l'homme. Hein? Ah oui? Il n'y a qu'un mammifère qui a une vertèbre de plus, je crois que c'est le lamantin, qui est un mammifère marin. Donc tous les mammifères ont le même nombre de vertèbres, mais il y a une adaptation de la structure des vertèbres au déplacement, à la locomotion des mammifères. Les mammifères sauteurs, les antilopes, par exemple, enfin sauteurs qui font des bonds comme les antilopes, les lapins, l'homme, etc., ont par exemple les apophyses transverses qui ne sont pas orientées tout à fait de la même façon. Donc, on étudiait ça. Et en travaux pratiques, les premières années, j'avais fait faire à partir d'un animal, on ne fait plus ça maintenant. Mais à l'époque, on avait dépecé un lapin, on l'avait fait bouillir, etc., récupérer les vertèbres et reconstruire la vertèbre, même le squelette du lapin en entier. Bon, ce qui permettait aux étudiants de l'époque
de bien voir que la structure de l'atlas, de l'axis, etc., des cervicales, des dorsales, était relativement similaire dans les différentes espèces. Ça, c'était l'anatomie comparée de la colonne vertébrale, du squelette, mais il y avait aussi l'anatomie comparée du pied, de la plante des pieds pour la position, mais également de l'appareil respiratoire, de l'appareil cardiovasculaire, etc. Voilà. Ça, c'est un cours que je donnais au début, mais qui a rapidement disparu parce qu'il n'était pas fondamentalement nécessaire, mais il avait été créé dans le cadre de la propédeutique parce qu'il fallait avoir en première année, avant de partir aux États-Unis, une formation préparatoire qu'on appelait propédeutique, qui n'incluait pas la chiropratique. Le seul cours de chiro qu'il y avait, c'était l'histoire de la chiro. Les autres cours étaient des cours de base, dont l'embryologie, la génétique, l'anatomie comparée, etc. Alors moi-même, j'ai enseigné la génétique, l'anatomie comparée, je disais l'embryologie, la biologie cellulaire, l'histologie, voilà. Mais je crois, et la biochimie, bien entendu, parce que mes dernières formations universitaires, c'était de biochimiste. Mais du coup, à quoi ça sert d'avoir toute cette formation en tant que chiro? Parce qu'au final, on est là pour ajuster la colonne vertébrale, faire en sorte que le système nerveux fonctionne Bien, ça sert à correctement. ne pas être des imbéciles. C'est-à-dire essayer de comprendre un peu les mécanismes et savoir ce que l'on fait. Vous voyez, la génétique permet de comprendre les maladies transmissibles, la génétique, la biochimie permet de comprendre, par exemple, toute le milieu intérieur, hein, la régulation du sang, etc. Et puis, ça permet de comprendre aussi la pharmacologie. C'est important de connaître la pharmacologie. Quand vous avez un patient qui arrive avec une ordonnance avec des médicaments, il est peut-être intéressant de savoir quand même ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Ça peut signaler des pathologies, des contre-indications, etc. Vous voyez ? Donc, et vous savez, en ce qui concerne les médicaments, j'avais moi-même un professeur de biochimie qui était, non, pas de biochimie, de biologie cellulaire, qui était d'ailleurs médecin de formation et qui était un grand professeur de biologie à l'université, qui avait créé d'ailleurs toute une série de livres de biologie universitaire, qui nous disait, je cite, « Lorsqu'un patient reçoit un recto et un verso de médicaments sur une ordonnance, s'il n'en meurt pas, c'est parce que le bon Dieu est bien gentil. » Oui. Parce que l'interaction entre les médicaments, on ne les connaît pas. On en connaît un ou deux. L'aspirine, on connaît très bien le mécanisme de l'aspirine. Mais la plupart des médicaments, on ne connaît pas le mécanisme. Voilà. Et du coup, à part savoir comment l'interaction des médicaments, etc., comment on peut s'en servir de tout ça dans la pratique? Eh bien, vous verrez quand vous serez praticien. Moi, je sais qu'un certain nombre d'anciens étudiants de l'IFEC m'ont rappelé une fois ou deux pour me poser des questions soit en biochimie, soit en histologie. Une pathologie, alors ça n'a pas directement de rapport avec la chiropratique, mais les fibroses, par exemple, les fibroses pulmonaires que l'on peut avoir après un Covid, par exemple. Hein. C'est le même type de fibrose que celle qu'on peut avoir dans une silicose ou bien avec l'amiante, etc. Bon, ça provoque des insuffisances respiratoires, mais c'est important de savoir pourquoi un patient a des insuffisances respiratoires, par exemple. Mais je ne suis pas chiropraticien et c'est un peu difficile de répondre à la question. Je comprends, je comprends.
Mais c'est aussi toute une culture générale. On est, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être un imbécile, savoir essayer de comprendre ce qu'on fait. Et puis toute la neurologie, c'est important. Mm. Mm. Les notions de réflexe, etc. Oui, effectivement, comprendre comment le corps fonctionne, comment il va pouvoir guérir après un ajustement, quels vont être les impacts aussi à chaque fois du Voilà. ajustement pour pas se limiter non plus à un truc loco-régional alors qu'on sait que tout est interdépendant finalement. Enfin, on a toutes ces connaissances Voilà. grâce à vous finalement. Sinon bah, vous faites, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais vous agissez, puis ça passe ou ça casse. Et Oui, c'est ça. c'est pas ça l'objectif, je pense. J'ai L'objectif, entendu c'est quand même dire, de réfléchir. oui, c'est ça. J'ai entendu dire, on fait une manipulation, il n'y a plus de mal de dos. Du coup, la manipulation, c'est directement lié au mal de dos. Mais du coup, comme on voit toutes ces interactions derrière, et puis après, Ouais. peut-être la philosophie, c'est pas ça le truc. Et puis, vous savez, la santé, c'est compliqué la santé, mais et la maladie. Hein. J'avais acheté pour la bibliothèque de l'école à une certaine époque un livre d'un médecin qui travaillait en Afrique qui s'appelait Guérir à tout prix. Il y a des pathologies qui sont des défenses psychiques, par exemple. Et si vous guérissez cette pathologie, le corps peut réagir en provoquant une plus grave. Donc, ceci pour vous dire que tout est lié dans l'organisme. Donc, c'est compliqué. Pour continuer là-dessus, j'ai un tout est lié. Donc, au final, l'ajustement chiro, euh, pour vous, quel est son impact? Parce que vous n'êtes pas chiro, mais au final, vous connaissez pratiquement tout le corps humain, si je dirais pas tout. Non, je ne connais pas tout le corps humain et je m'abstiendrai de vous parler des effets de l'ajustement parce que je ne peux pas parler de choses que je ne maîtrise pas bien. Voilà. Et, et du coup, la création de l'école à Toulouse, comment ça s'est passé? Parce que Eh bien, si vous voulez, l'idée au départ venait du fait que lorsque l'on faisait des salons d'étudiants, beaucoup d'étudiants en province disaient « Oh là là, s'il faut venir à Paris, c'est pas pour moi. » D'autre part, des parents n'avaient pas du tout envie d'envoyer leurs enfants à Paris, qui pouvaient avoir parfois mauvaise réputation pour des provinciaux un peu éloignés, vous voyez. Et donc, l'idée s'était dit, si ils ne veulent pas venir à nous, on va aller à eux. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est loin des pionniers. Les pionniers de la chiropratique partaient aux États-Unis, lâchaient tout, etc. Bon, ils étaient certainement beaucoup plus méritants pour cela. Mais si on voulait que la profession se développe, il était intéressant d'avoir une formation en province. Alors, on a étudié différents sites, en particulier dans le sud de la France, parce qu'il fallait que ça soit éloigné. On n'allait pas mettre ça à Orléans. Hein. J'ai rien contre Orléans, mais c'est trop près de Paris. Donc, on a étudié différents sites, Marseille, Montpellier, Toulouse, etc. Et pour des raisons diverses, qui seraient trop longues à expliquer ici, de recrutement d'enseignants, de transport, etc., c'est Toulouse qui a été choisi. Toulouse étant beaucoup plus difficile d'accès de Paris que Marseille qui avait le TGV par exemple. et il y a eu pas Et mal puis, de. on a démarré à Toulouse dans un petit local, tout petit, avec quelques étudiants. Ils étaient la première année à Toulouse 6 ou 7 également. C'était qu'en 2012, Et ça? Ah non, ça c'était de la graduation. il ne faut pas me demander de date. Hein. Et ensuite, eh bien, on a fait construire, on a acheté un terrain et on a fait construire l'école dans laquelle vous êtes maintenant.
C'est ambitieux. Pourquoi faire développer la chiro? C'était quoi le but de faire plus d'argent avec l'école ou? Ah, pas du tout. Non, non. Vous savez, l'école, je ne sais pas si vous en avez encore cette notion, mais l'école est une association. Donc, faire de l'argent pour qui? Ce n'est pas les administrateurs. Moi, je suis encore administrateur de l'école. Je suis même trésorier de l'association. Je n'ai pas de… Je ne sais pas comment on appelle ça dans les grosses associations. Des conflits d'intérêts? Non, non, on peut avoir des petites royalties, etc. Non, tous les administrateurs sont bénévoles hein, à l'IFEC. Bon. Ce n'est pas non plus… C'est-à-dire bénévoles, ils ont quand même un salaire, non? Les administrateurs, non. Non, non. Les administrateurs, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent du conseil d'administration, sont totalement bénévoles. On va rembourser leurs frais s'ils ont besoin d'avoir une réunion à Paris. Et il y a qui, du coup, comme administrateur à l'IFEC? Eh bien, il y a un certain nombre de chiropraticiens. D'ailleurs, ce sont tous des chiropraticiens. Hein. Je suis le seul qui ne soit pas chiropraticien. Mais le plus ancien administrateur, ça doit être M. Christophe Isard, qui a son cabinet à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le plus ancien dans l'administration, hein, ce n'est pas le plus âgé. Il y a M. Jean-Claude Verne, qui est à Clermont-Ferrand, qui, lui, d'ailleurs, a dû être parmi ceux qui étaient à l'origine de la création de l'Institut il y a bien longtemps. Il y a M. Dacol, M. Cyril Guette, qui est en région parisienne, à Rueil-Malmaison, qui est le président. Voilà. Nous sommes, je ne sais plus combien, mais une dizaine. Il y a M. Hervé Chagot, qui est à Montargis ou quelque part par là. Voilà un certain nombre de chiropraticiens. Mais ça change, hein. Ça évolue il y a des élections On parle bien du conseil d'administration de l'IFEC, là. Oui. Mais du coup, mais vous ne les connaissez pas. Oui, non. Vous n'en connaissez aucun? Non, aucun. Pourtant, ils ne sont jamais venus vous voir. Non. Pardon, c'est vrai. Oh, normalement, je suis au courant, mais on ne sait jamais. Ils sont en graduation en particulier, souvent. Mais après, bon, forcément, il y a toute l'administration tous les autres, ils ont un salaire aussi, genre le directeur de l'école. Après, c'est normal, c'est leur métier. Oui, c'est des fonctions. Les administrateurs, à part moi qui suis retraité, ce sont des chiropraticiens. Ils ont leur cabinet, ils vivent de leur cabinet. Et en plus, ils s'occupent de l'école, de prendre les grandes décisions. C'est eux qui nomment le directeur de l'école, par exemple. Après, vous avez une administration avec un directeur, qui est M. Olivier Lanlot, qui autrefois, était président de l'association. Donc, tout ça pour dire qu'une association qui dirige l'école, qui en prend les grandes orientations, n'est pas là pour faire de l'argent. Voilà. Donc, le développement de l'IFEC n'a pas pour but de faire de l'argent, mais pour but de développer la chiropratique en France. À moins que vous trouviez qu'il y ait déjà trop de chiropraticiens. Non, non, mais c'est juste la question. Moi, je vous pose la question, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, ça a été le cas. Il y a peut-être encore des chiropraticiens qui considèrent qu'il y a suffisamment de chiropraticiens et que si on en forme d'autres, ça va faire ombrage à leur propre pratique. C'est une erreur. Comme dit le bon adage commercial, si vous êtes boulanger et que vous voulez développer votre boulangerie, il faut vous installer à côté d'une autre boulangerie, hein, parce que cela provoque une synergie. Bon, le fait d'avoir plusieurs chiropraticiens dans une même ville, à condition bien entendu que ce ne soit pas un petit village, c'est une bonne chose.
Oui, c'est sûr. Mais il n'y en a pas assez de toute manière. 1000 par rapport à toute la population française. Ben, Voilà. on peut se poser des questions, genre, il n'y a pas de concurrence, c'est pas possible. Il y a de la Voilà. concurrence chez les boulangères à la limite. Mais... Comparé avec l'Angleterre, comparé avec les pays scandinaves, vous verrez que c'est pas, on n'est pas en surnombre. Ouais. Et qui plus est, vous savez que le diplôme de l'IFEC est reconnu sur le plan international, avec des variations, des nuances. Donc, il y a énormément d'anciens diplômés de l'IFEC qui partent à l'étranger. Et moi, ce qui m'amuse quand je voyage, c'est de rencontrer des anciens de l'école un peu partout. Je suis allé au Pérou, j'ai passé 2 jours avec 3 anciens de l'école qui étaient installés au Pérou. Bon, il y a une ancienne, j'en connais beaucoup, hein. Il y a une ancienne qui est à Istanbul, en Turquie, il y a une ancienne qui est à Dubaï. Sans parler de l'Europe, hein, parce qu'il y en a beaucoup en Italie, en Allemagne, en Espagne, bien sûr, en Angleterre, mais à travers le monde. Il y en a au Costa Rica, il y en a en Thaïlande, il y en a des anciens défaits qui y en a partout dans le monde. Oui, c'est un bon diplôme au final. On peut se plaindre, ouais, Voilà. les études, machin, mais au final, on peut partir un peu partout. Bon, forcément, comme on dit, mais par rapport à la validation, mais au final, oui, on est bien formé. Il y a plein d'autres diplômes qui ne sont pas valables à l'étranger comme ça. Ah, je crois que c'est une des excellentes formations en chiropratique, l'IFEC, oui. Oui, c'est Reconnue sûr. comme telle et reconnue comme telle dans les pays étrangers, Mm. par les Suisses en particulier, Et oui, mais il faut, et et par les Belges. pour les Suisses, il faut quand même, enfin, il faut quand même avoir quand même des validations médicales, des acquis qui sont quand même Je vous importants. dis, il peut y avoir des petites Oui. nuances, mais la formation de l'IFEC est considérée comme de qualité. Ça a été très long et très difficile de s'imposer, vous savez. Si je pense là à la Belgique, j'évoquais la Belgique, bah, au début, hein, les Belges ne voulaient pas envoyer leurs étudiants à l'IFEC. Ils envoyaient en Angleterre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mm. Aujourd'hui, il y a dans la promo des secondes, des premières années, je crois qu'il y a 4 ou 5 Belges à chaque fois qui viennent. Et en plus, ils ont fait Oui. kiné, donc ils sont chauds. On a eu des étudiantes suédoises. On a, il y en avait 3 dans la même promotion. Ben voilà, c'est pareil. Plus Une il y en a, plus étudiante ils viennent. roumaine qui travaille maintenant en Roumanie. Oui, il y en a partout. Donc, c'est agréable quand on est à la retraite, si on voyage un peu, d'aller les rencontrer partout dans le monde. Même quand on n'est pas à la retraite, je pense qu'ils ouvrent les portes aussi. Voilà, bien sûr, mais quand on est à la retraite, parce qu'on a un peu plus de temps. Je suis allé en Martinique il y a quelque temps. Ben, alors, j'étais en Martinique, j'étais sur la plage, et en me levant, ça y est, un limbago. Eh bien, j'ai été traité par un ancien de l'école qui est installé en Martinique, pas loin, je ne me souviens plus exactement de son lieu, mais enfin, j'ai retrouvé facilement par Internet son cabinet et donc je suis allé chez lui. Génial. Du coup, est-ce que il y a je sais pas, des livres ou des conseils que tu pourrais donner aux chiro, aux étudiants? Non, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de travailler sérieusement et de tout travailler toutes les matières. Parce que ça, vous ne vous en rendez pas compte quand vous êtes jeune, en première ou deuxième année, mais toutes les matières sont importantes. Et ce qui m'avait amusé, c'est que il y a de nombreuses années, on avait commencé à faire une formation, comment ça, de la FISC, oui, ça, formation pour la pratique du sport. Je ne sais pas si ça existe toujours, une formation diplômante. Et au cours de ces séminaires, pour obtenir ce diplôme de chiropratique du sport,
Ben, les jeunes chiro, jeunes ou moins jeunes, il y a des moins jeunes aussi, qui se lançaient dans cette formation étaient affolés parce qu'il fallait réétudier le cycle de Krebs ou ou des, Mhm. euh, des éléments de biochimie qu'ils avaient en partie oubliés. Par exemple, pour le métabolisme, c'est important. Mhm. Oui, c'est sûr. Donc, étudier. Et puis après, il y a des livres ou des choses qui t'ont marqué, des mentors, des personnalités, dans la chiro ou ailleurs, hein. Il y en a, mais je ne citerai pas de nom parce que je rendrais les gens jaloux. Si, il Mais y a non, un bien sûr livre que qui non. est il y a un livre qui est assez amusant, d'un des tout premiers chiropraticiens en français. Je ne sais plus qui c'est, si c'est. Il avait des noms. Il y avait Schwab, Schwing et puis Schmuckler, euh, parmi les premiers. Hein. Je ne sais plus lequel a écrit un livre qui doit être à la bibliothèque. Alors, c'est assez loufoque, mais dans lequel il dit qu'il a une vision et qu'il y aurait une grande école en France, à Paris. Alors, c'est assez amusant de lire ça avec du recul. Mais ça, c'est pour l'anecdote. D'accord. Pour le futur de la chiro, il est comment pour toi? Ah, ben, je pense que c'est une profession qui, j'espère, un jour, va être intégrée complètement dans les professions de santé. Hein. Mm. Comme en tant que praticien de première intention. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mm. Intégrer, Mais j'espère, pardon, c'est-à-dire intégré en intégrer. tant que profession médicale, parce qu'actuellement, c'est une profession de santé, mais ce n'est pas une profession médicale. C'est-à-dire être enseigné à l'université, par exemple, ou garder notre Oh, indépendance? ben, les contacts avec l'université ont été pris depuis longtemps, très timidement au départ. Il y a de l'image là? Il y a une mouche devant, je crois. Ah, c'est une mouche. Je suis envahi de mouches chez moi. Voilà, c'était une mouche, effectivement. Je ne voyais plus d'image. Il y a bien longtemps, on a commencé les premiers contacts très timides avec l'université et de plus en plus, puisque vous savez maintenant qu'il y a de la recherche conjointe à l'IFEC avec l'université. Mais effectivement, il y a plusieurs pays, en Angleterre, au Danemark, où la chiropratique est enseignée dans le cadre universitaire. Mm. Pourquoi pas en France? Dans la mesure où, effectivement, la profession conserve une mainmise sur la formation. Oui, Ah, je crois que j'ai passé une bombe à mouche parce qu'elles sont toutes en train mais non, de virevolter autour de la caméra. ça fait juste un peu sourire. Mais oui, garder une mainmise, garder notre part d'identité, c'est ça? Absolument, Est-ce que ce serait absolument. mauvais de perdre tout ça, justement, de perdre notre identité Ah ben, c'est toujours mauvais de perdre son identité. Hein. Mais l'identité, pour autant, doit évoluer. Elle ne doit pas être figée. Hein. Il n'y a rien de pire que les choses qui sont figées. Pourquoi? Parce que la connaissance évolue, les situations évoluent, et il ne faut pas rester figé. Si on faisait actuellement de la médecine comme le faisait Hippocrate, vous vous rendez compte, ça serait catastrophique. Hein. Mm. Si on faisait encore des saignées comme on faisait à l'époque de Molière, ça serait catastrophique. Je pense qu'il en est de même pour la chiropratique. Elle doit intégrer. D'ailleurs, les premiers chiropraticiens, vous le savez bien, les premiers chiropraticiens ont intégré rapidement les rayons X, hein, pour la radio, etc., qui sont des examens complémentaires. Donc, une profession, tout en gardant son identité, se doit d'évoluer. Donc, l'identité évolue quelque sorte. C'est quoi l'identité de la chiro pour toi? Ça, il faut demander ça aux chiropraticiens. D'accord. C'est pas à moi de la définir. Bon, il faut regarder les autres Kiris Vitae parce qu'il y en a quelques-uns qui la décrit pas mal, l'identité de la chiro. Eh ben voilà, je leur laisse
ce privilège. Moi, je peux répondre aux questions que je maîtrise, si vous voulez. Hein. Vous savez, j'ai été interviewé de nombreuses fois à la télévision. Dans votre cas, c'est un peu différent, mais quand tu passes à la télévision, elle leur interviewé pendant 3, 4, 5 heures. Et puis, quand on parle pendant un certain nombre d'heures, on finit par être un petit peu à la limite de ce qu'on peut dire. Et puis, en fonction des questions, pour ça que je ne réponds pas à toutes les questions, on peut s'emballer. Bon. Et systématiquement, le journaliste va tout couper et ne passer que les 2 minutes où vous racontez quelque chose qui va faire le scoop. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Ouais, ben, je m'en doute. Non, normalement, il n'y aura pas de coupure. Hein. Oh, ben, vous pouvez. J'avais une question que j'aime beaucoup poser en ce moment parce que je trouve que les chiros, ils ont des avis, enfin les chiros et puis même les enseignants qui ont un peu de connaissances sur le sujet du Covid, tout ça. C'est quoi ton avis par rapport à ça? À quel point de vue? Je sais pas. Tu as envie de dire quelque chose par rapport au Covid? Ben, le Covid, c'est un nouveau virus qui est apparu et qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne connaît pas bien pour le moment. Peut-être de mieux en mieux, mais qu'on ne connaît pas bien. Il faudrait demander à Jules Mabonzo, qui est un spécialiste en virologie. Hein. C'était sa formation d'être virologue, Jules Mabonzo. Donc, ce virus, d'où vient-il? Alors, moi, je ne suis pas un complotiste. Hein. Je ne vais pas aller raconter que ce sont je ne sais pas qui, les Chinois ou les Américains qui ont fabriqué ce virus. Non, je ne suis pas du tout un complotiste. Pourquoi? Parce qu'un virus peut apparaître suite à une mutation, suite à un certain nombre de choses. Bon, suite à un passage du milieu animal au milieu humain, etc., suite à une manipulation génétique dans un laboratoire. Tout est possible. Bon, ce virus se répand, on le maîtrise mal. Bon, il provoque des effets dans un premier temps, puis des effets secondaires, en particulier sur les fibroses pulmonaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on est guéri qu'on sort indemne de cette pathologie. Bon, ce virus, il est particulièrement actif, vous le savez, sur les personnes fragiles comme je peux l'être, c'est-à-dire au-delà d'un certain âge, plus ou moins ventripotent, et puis par exemple cardiaque, moi je ne suis pas diabétique, mais diabétique. Donc, je pense qu'il est important de s'en protéger. Voilà. Et c'est vrai que les jeunes que je vois faire la fête, etc., sans aucune protection dans les plages, dans les manifestations, dans les rave parties. Hein. Bon, ils ne craignent pas grand-chose à titre personnel, mais ils favorisent la propagation dans la population et pour les autres. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les histoires de querelles Dommage, du c'est ce professeur que Raoult, j'attendais. etc. C'est ça que vous attendiez? Bon, je ne suis pas compétent pour cela. La seule chose que je pourrais dire, mais c'est à titre personnel, ça n'a plus rien à voir avec la chiropratique, mais quand on n'a rien, à l'époque, maintenant ça va peut-être aller mieux, mais quand on n'a rien pour soigner quelque chose, pourquoi ne pas utiliser des médicaments dont on sait qu'ils n'ont pas d'effet secondaire majeur, même si, alors il y a eu un tas de querelles, je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaises intentions là-dedans. Voilà. Mais je ne suis pas médecin et je ne trouve pas partie. Ce que je trouve déraisonnable, c'est que l'on ait interdit aux médecins de pouvoir prescrire comme ils le souhaitent. Ça, ce n'est pas tout à fait normal. Voilà. Je pense quand même, malgré tout,
On m'a emmené sur un terrain terrible, là. Mais je pense malgré tout qu'il y a beaucoup de lobby financier derrière ce genre de situation. Voilà. Mais est-ce que l'Akiro soigne le Covid? Alors là, me faites pas dire des choses pareilles. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Quelque chose que tu aimerais aborder en fin? Ah ben encore, je vais dire encore la même chose. Il faut que les étudiants soient le plus sérieux possible, fassent leurs études à fond et sans négliger aucune matière. Il y a des étudiants qui disent oh, mais ça, c'est pas un chiro, ça n'a pas d'importance, on fait l'impasse, ou on va tricher aux examens parce que ça, on s'en fiche, etc. Ça, c'est catastrophique. Ça donnera des tricheurs plus tard, d'une part, et ça donnera des gens qui ont des lacunes. Vous savez, la connaissance, c'est un tout. Je citais autrefois aux étudiants, dans un cours de communication, un texte de Simone Veil. Alors Simone Veil, le philosophe, hein, pas l'ancien ministre de la Santé. Simone Veil, le philosophe, qui disait que l'on apprenne des mathématiques, que l'on apprenne le latin, que l'on apprenne la biologie, tous ces apprentissages, tout ce travail participe de la même façon au développement de l'intelligence. Et ce n'est pas parce qu'on est doué dans une matière qu'il faut forcément la développer plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est doué en maths qu'il faut absolument faire des maths. Parce que si vous êtes doué en maths, le fait de faire des maths, ça ne vous développera pas l'intelligence. C'est précisément le fait de travailler des matières pour lesquelles on a des difficultés qui développe l'intelligence. Et ce qui me semble important pour un étudiant, c'est de devenir intelligent. Intelligent, ça veut dire intus ligere. Vous avez fait du latin? Non, on ne fait plus de latin. Intus ligere, ça veut dire lire à l'intérieur. Quoi de plus important que de lire à l'intérieur des choses? De lire à l'intérieur de son patient. C'est ça l'intelligence. Et pour cela, eh bien, il faut développer cette intelligence. Voilà. Magnifique, magnifique conclusion. Ben, merci beaucoup Charles, c'était super inspirant. Pour tout le monde qui regardait, ben, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours s'abonner à la chaîne, comme ça vous avez les notifications et c'est cool. Et ben, merci à tous. Peut-être qu'il y aura des grandes interviews encore. Et à bientôt. Au revoir Charles, merci. Au revoir. Au revoir.